Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Il est l'homme des congés payés, mais a légué aux Français bien plus que cela. Dimanche 1er décembre, le Centre Flegg consacrait un colloque à celui qui est considéré comme le plus grand homme de gauche du XXe siècle, Léon Blum. L'événement, organisé en partenariat avec le FSJU Marseille-Provence et animé par la déléguée générale du Centre Flegg, Karine Benarous, était intitulé « Que reste-t-il de l'héritage de Léon Blum ?» Et le socle de l'engagement chez Léon Blum, c'est la lutte contre l'antisémitisme, ce que souligne Milo Broul-Lévy, doctorant en philosophie à l'École des hautes études en sciences sociales, qui nous brosse le portrait de ce disciple de Jaurès. Il fait partie des Dreyfusards qui se définissent comme socialistes, alors qu'il y a des Dreyfusards qui ne sont pas socialistes, qui sont républicains, libéraux, etc. Et il considère qu'il y a un enjeu pour le socialisme de l'époque qui est parfois indifférent à certaines luttes qui ne sont pas des luttes purement ouvrières, parce que c'est en défendant Dreyfus que le socialisme fera la preuve qu'il est vraiment un mouvement de libération pour tout le monde et pas seulement pour les ouvriers. Dans l'affaire Dreyfus, vous avez deux temps. Un premier temps où les anti-Dreyfusards expliquent que Dreyfus est coupable et que tous ceux qui veulent dire le contraire sont manipulés ou des manipulateurs qui veulent fragiliser l'État, l'armée, etc. Et puis à partir du moment où ça devient évident qu'en fait Dreyfus est innocent, l'argumentaire des anti-Dreyfusards se renouvelle et se formule désormais comme « quand bien même il serait innocent », il faut qu'il reste condamné parce que l'honneur de l'armée est plus important que la liberté d'un homme. C'est contre ce principe-là, qui en fait sacrifie les droits des individus au nom de la raison d'État, que s'organisent les Dreyfusards. En France, à partir du 19e siècle, on ne désigne plus les juifs comme juifs, on les désigne comme des Français de confession israélite. Donc on les appelle israélites. Et l'israélitisme, c'est un terme qui a été fabriqué par les historiens, mais aussi par les Israélites eux-mêmes, pour décrire justement le changement dans leurs conditions de juifs à partir de la Révolution française. Et donc en fait, c'est l'idée que les juifs ne forment plus un groupe spécifique au-delà de leur religion, alors que le judaïsme ne se limite pas toujours strictement à la dimension religieuse. Et donc, quand on dit israélitisme, c'est cette conception-là du judaïsme. Et en fait, c'est une conception que Blum refuse, parce qu'il pense qu'elle conduit les juifs à une trop forte assimilation et en fait à renoncer à certaines dimensions de leur judaïsme dont la société en général a besoin pour être plus juste. Il survit à la déportation par hasard. Il est emmené par les Allemands en 1943 dans un petit cabanon juste à côté du camp de Buchenwald, et en fait il est gardé prisonnier avec Georges Mandel, donc qui est un autre homme politique français, et ils sont là pour que l'Allemagne puisse exercer des représailles si les forces qui sont opposées à l'Allemagne s'en prennent à soit des hauts dignitaires allemands nazis, soit à des hautes personnalités collaborationnistes. Et ce qui va se passer, c'est que la résistance va assassiner Philippe Henriot, un des principaux propagandistes de la collaboration en France. Et à la suite de cet assassinat, Georges Mandel, donc, qui est dans ce petit cabanon à côté de Buchenwald avec Léon Blum, va être livré par les Allemands à la milice française qui va l'assassiner. Donc en fait, Blum est dans ce cabanon, mais il est persuadé qu'au fur et à mesure que l'Allemagne nazie va se déliter et que la résistance va gagner du terrain, il va faire les frais de ces assassinats qui sont en fait des formes de vengeance des nazis en représailles au progrès, aux victoires de la résistance. Blum s'inscrit comme un héritier de Marx au congrès de Tours. Le congrès de Tours n'est pas une controverse sur des marxistes d'un côté qui seraient les communistes et des anti-marxistes de l'autre côté qui seraient les socialistes. Tous les participants au congrès de Tours se considèrent comme marxistes. La division au congrès de Tours, c'est d'un côté entre marxistes-léninistes qui vont devenir les communistes et de l'autre côté, en gros, marxistes-jaurétiens que représente Léon Blum. Et notamment, parmi un certain nombre de désaccords, celui sur ce qu'est la révolution est totalement central. C'est-à-dire que pour des gens comme Léon Blum, la révolution, c'est un phénomène qui va venir à un moment donné
en fonction de l'évolution économique et des capacités d'organisation du prolétariat. Tandis que pour les marxistes-léninistes, donc ceux qui vont devenir les communistes, la révolution, c'est en fait la prise du pouvoir d'État par la violence dès maintenant, et elle doit arriver le plus tôt possible, et ensuite on changera la société. Pour ceux qui vont rester socialistes, il faut d'abord que la société change pour que la révolution ait lieu. Et si l'on connaît tous l'ancien président du Conseil, on connaît moins la figure intellectuelle qu'était Léon Blum, ce que tient à souligner le professeur Ilan Greilsheimer, qui enseigne les sciences politiques et la civilisation française à l'université de Bar-Ilan en Israël. Léon Blum a eu 2 vies, on pourrait dire comme ça. Oui, il était critique littéraire pendant de nombreuses années, jusqu'en 1914. C'était d'ailleurs probablement le plus grand critique littéraire en France à cette époque-là. Il écrivait dans pas mal de revues, et notamment dans la Revue Blanche, qui était une revue intellectuelle où beaucoup de juifs écrivaient et où il a fait la plupart de ses critiques de livres et de théâtre également. Et après 1914 et l'assassinat de Jean Jaurès, Léon Blum devient homme politique. Et il prend la tête du Parti socialiste et sera même Premier ministre du Front populaire. Donc on peut parler d'une vie d'intellectuel suivie d'une vie d'homme politique de premier plan. Vous avez publié les lettres de Léon Blum. Ce sont des lettres. Il était en captivité à Buchenwald, en fait pas dans le camp de Buchenwald, mais à côté du camp de Buchenwald. Il était interné par les Allemands. Et il a écrit des lettres à son fils à partir de cette prison. Et ce sont ces lettres que j'ai retrouvées et que j'ai publiées chez Gallimard, les lettres de Léon Blum de Buchenwald. Alors, quelle était la vision du sionisme de Léon Blum ? Je crois qu'il était très sioniste, mais pas sioniste dans le sens de vouloir partir en Palestine, en Israël d'aujourd'hui. Il pensait que les Juifs persécutés dans le monde, et il y en avait beaucoup, des pogroms en Europe de l'Est et ailleurs, il pensait que les Juifs avaient le droit d'avoir un État comme les autres peuples. Et il voyait cet État comme un abri, comme un refuge pour les Juifs persécutés. Encore une fois, il était très très actif pour la cause sioniste. Il a beaucoup aidé son ami Chaim Weizmann, qui était le président de l'organisation sioniste mondiale et qui sera le premier président de l'État d'Israël beaucoup plus tard. Alors, il a nommé 2 ou 3 femmes dans le gouvernement. Oui, il a mis 2 femmes ministres. C'est assez intéressant puisqu'à l'époque, c'était évidemment tout à fait novateur, mais les femmes n'avaient pas le droit de vote. Alors, une des choses dont on a discuté dans ce colloque, c'est au niveau du féminisme, comment est-il possible qu'il y ait une situation où on nomme des ministres femmes, mais les femmes n'ont pas le droit de vote. C'était la situation en 1936. Je crois que Léon Blum a beaucoup fait progresser la cause des femmes, mais ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, que les femmes en France auront le droit de vote. Les nouvelles générations ne mesurent peut-être pas assez l'étendue des transformations du père du Front populaire, dont l'avocat et ancien député socialiste des Bouches-du-Rhône et ancien président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Michel Peuzet, nous rappelle la portée. Michel Peuzet, bonjour. Bonsoir. Quelles sont les transformations que l'on doit à Léon Blum ? Elles sont immenses sur les congés payés, elles sont immenses sur l'abrogation des décrets qui n'interdisaient pas les ligues fascistes, ça je dirais, c'est au niveau du quotidien, mais c'est les grandes choses, c'est la journée de 40 heures. C'est la première fois ces fameux congés payés dont il reste, je crois, mémoire à tout le monde. Je crois que même aujourd'hui, la notion de Front populaire, on l'associe à ça. Bon, c'est la création du festival de Cannes, c'est pas le festival en soi, c'est la politique de Jean Zay qui veut créer un cinéma français, qui veut développer la culture. C'est Léo Lagrange avec la jeunesse. C'est une espèce de fulgurance comme ça dans la vie politique, d'un seul coup qui tombe. Tous les jours on sort quelque chose, tous les jours il y a quelque chose de nouveau. Et ça c'est Blum qui le tient sur ses épaules. Parce qu'il avait pris uniquement la présidence du conseil municipal, du conseil d'État, du gouvernement, j'y arriverai. Il a incarné tout ça, et après il a incarné la résistance, il a incarné à travers ses discours, à travers ses écrits. C'est une grande page de l'histoire de France quand même.
l'épineuse question, cette analogie qu'on a évoquée, Front populaire et Nouveau Front populaire? On l'a évoqué, à mon avis, à cause de l'image. Parce que l'image du Front populaire est tellement restée dans le positif. La droite a craché sur le Front populaire. Mais elle est restée tellement positive dans l'esprit des Français que je crois qu'ils l'ont réutilisé. Ils ont trouvé que c'était pas idiot. En soi, c'était pas idiot. Si ce n'est le problème, c'est que au Front populaire, vous aviez un immense parti radical, avec les positions du parti radical, qui donc bloquait un peu les communistes. Mais c'était également une époque où les communistes se jouaient être des petits chats. Ils étaient gentils comme tout. Ils n'avaient plus les problèmes de la Russie. On n'en parlait pas parce que c'était l'intérêt effectivement de Staline que le Parti communiste soutienne le gouvernement français quel qu'il soit, pourvu qu'il s'arme et qu'il se batte contre Hitler. C'était ça. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans la même chose. On est toujours dans la même idée, c'est-à-dire que le Front populaire qui s'est réalisé, c'était contre le Front national. Et là, ils ont gagné. On n'a pas gagné. C'est un succès, c'est pas un triomphe, c'est ce que disait Léon Blum lui-même par rapport au Front populaire de l'époque. Aujourd'hui, le problème c'est qu'il y a un élément du Front populaire, du Front, encore une fois, qu'on veut aujourd'hui reconstruire, c'est un élément qui fait des déclarations extrêmement antisémites souvent. Et ça, c'est insupportable, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible, c'est à rejeter. Et donc le vrai problème, c'est est-ce que le Parti socialiste aujourd'hui va arriver à se décrocher de ça pour pouvoir se libérer de cette contrainte politique. Je pense d'ailleurs que même chez les hommes, les élus de M. Mélenchon, ils sont 70, il y en a déjà quelques-uns qui comprennent que ce n'est plus possible. Mélenchon croit gagner les élections présidentielles. Non, il ne gagnera pas les élections présidentielles en France. On doit donc beaucoup à Léon Blum et pourtant on n'en parle pas beaucoup. Alors son héritage est-il minoré ? Écoutez l'avis de l'ancien sénateur PS et ancien professeur d'histoire-géographie, David Assouline. Il a été très décrié, très combattu par l'extrême droite, bien sûr, dans les années 30, mais on oublie que la droite aussi l'a combattu durement. L'histoire de l'après-guerre, avec la figure du général de Gaulle, qui était une espèce de père de toute la nation, a occupé un espace, alors qu'il y avait là un grand homme qui avait transformé socialement la France comme aucun au XXe siècle, de gauche et juif. Et les Juifs étant une minorité, la façon de faire l'histoire, de la raconter, a plutôt mis de côté Léon Blum comme représentant la nation française, la République française, au profit de Gaulle, qui a joué son rôle. C'est pas de l'antisémitisme, parce que c'est exagéré, mais c'est aussi lié au fait qu'il était juif. Presque la moitié de la France à une époque l'a combattu, l'a décrié. Jusque tard dans le XXe siècle, il a été encore mis comme le responsable presque de la défaite de la France face au nazisme. Lui qui a été un combattant farouche contre le fascisme, lui qui a été face à ses procureurs sous Vichy et qui n'a pas voté les pleins pouvoirs à Pétain, lui qui a été déporté à Buchenwald, lui qui ensuite s'est relevé et a été président du gouvernement provisoire, eh bien, a été un peu mis de côté. Et je pense qu'il est temps, non seulement pour le pays, pour la République, mais aussi pour la gauche et le Parti socialiste, de l'honorer beaucoup plus et qu'il y ait plus de lycées, plus de rues, plus de collèges qui portent son nom, parce que vraiment, non seulement il le mérite, mais son œuvre est immense. Il y a quelque chose qui ne me manquera jamais, c'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. Beaucoup de responsables politiques actuels seraient bien avisés de méditer cette citation de Léon Blum. Et pour plus d'informations sur le Centre Flegg, vous pouvez consulter le site centreflegg.com. Et au sujet de Léon Blum, il s'agit du site maisonléonblum.fr. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.